Bonsoir, bienvenue au Palace pour cette séance spéciale Romy Schneider. Donc, ce soir, nous allons vous montrer un documentaire et à la suite de ce documentaire, nous aurons un débat sur la figure de l'actrice, de la star Romy Schneider, mais aussi de l'actrice en général. Donc, pour parler de tout ça, nous aurons le plaisir d'accueillir Olivier Monsens, qui est le réalisateur du documentaire que nous allons voir, donc Romy et Alain, les amants éternels. Nous aurons donc Olivier Monsens, qui est réalisateur, producteur, qui fait aussi des émissions de radio. Je vous recommande d'ailleurs sa formidable émission Caroline, Radio Caroline, qui est formidable. Nous aurons également, pour parler de ce sujet, Marion Allais, qui est chercheuse à l'université de Namur, qui enseigne le cinéma français contemporain et qui a consacré sa thèse de doctorat à la figure de Romy Schneider. Et enfin, Lucie Debay, qui est une actrice belge qui joue depuis une quinzaine d'années dans de nombreux films belges, français et étrangers, et qui est notamment présente, qui était présente il y a 2 semaines, la semaine passée plutôt, à Cannes, avec 2 films, le film de Balogi, Augure, et le film de Raphaël Balboni et Anne Siro, Le syndrome des amours passés. Elle nous rejoindra tout à l'heure. Pour le moment, je vais demander à Olivier Monsens de me rejoindre pour vous dire 2-3 mots sur le film que vous allez voir ce soir. Merci. Olivier, bonsoir. Bonsoir Eric. C'est la deuxième Bonsoir fois que tu viens, que tu nous fais le Oui. plaisir de venir. Tu étais venu présenter la piscine il y a un bon mois de ça. Aujourd'hui, on va montrer ton film que tu avais réalisé pour Arte. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, pourquoi avoir fait ce film et en quelques mots ce qu'il raconte? Oui, c'est-à-dire que le tout départ, le stimulus initial, je dirais, c'était Arte qui, comme souvent l'été, enfin comme tous les étés d'ailleurs, a une programmation particulière, une thématique, et la thématique c'était passion. Bon, il se fait que j'ai fait pas mal de films pour Arte. Et donc, le responsable me dit, ou un producteur, je ne suis pas producteur, je suis réalisateur et auteur, mais me dit, tu n'as pas une idée, passion. Et bon, souvent, les Français qui participent à Arte font des films français sur les Français, les Allemands font des films sur les Allemands. Et moi, même si la production, en l'occurrence, est française, je me suis dit, faisons franco-allemand. Et il y a une passion, évidemment, qui s'est imposée à moi, qui était Romy Schneider et Alain Delon. Et voilà, mais ce n'est pas simplement la circonstance, c'est que Romy Schneider et Alain Delon sont 2 mythes avec des images très différentes, qui charrient des a priori différents. Et Delon, effectivement, n'en charrie pas que des positifs a priori, de ce qu'on sait du personnage, etc., qui contraste avec le comédien qu'il était. Donc ça m'intéressait d'aller voir au-delà. Donc il y a leur histoire d'amour, c'était le point de départ. Mais après leur histoire d'amour, qui finalement n'a duré que quelques années, vous allez le voir, enfin vous le savez sûrement, mais ce film va le montrer, ils se sont jamais véritablement quittés. Ils se sont toujours retrouvés. C'est pour ça que j'ai appelé le film Romy et Alain les éternels fiancés. Ils ne sont jamais mariés, mais au fond, Alain Delon a été jusqu'au bout à ses côtés. Et donc ça m'intéressait d'aller voir au-delà, d'aller voir la complexité à la fois peut-être de leur couple, mais de leur personnalité, de leur parcours amoureux aussi. Et c'était une façon de revenir un peu sur leur histoire croisée, sur 2 histoires de cinéma finalement assez différentes, qui se sont croisées 2 ou 3 fois. Et voilà, c'était d'aller derrière cette histoire un peu mythique, un peu iconique, d'aller voir ce qui s'y trouvait. Eh ben, super, Voilà, voyons ça. On et voit à le tout à l'heure, film, restez pour le débat. et puis alors après, on va discuter, et Olivier nous fera le plaisir aussi d'animer cette discussion. Bonne projection, et à tout de suite. Je vais demander à Olivier Monsens, Marion Allais et Lucie Debay de me rejoindre. Donc Olivier qui a réalisé le film. Lucie, tu n'étais pas là quand je t'ai présenté, mais j'ai dit que tu étais une grande actrice, que tu revenais de Cannes et que tu nous faisais le plaisir entre Cannes et enfin ça je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant, le tournage d'une série de venir passer un petit moment avec nous. Donc merci. Je vous en prie, montez sur scène. Marion, si tu peux aller là, et Olivier, si tu peux te mettre ici.
Oui. Voilà, merci en tout cas d'être là ce soir. Donc voilà l'histoire, au-delà de l'histoire d'Alain Delon et de Ruchner, de cette histoire d'amour. Évidemment, c'est la figure centrale de Romy qui nous occupe ici, mais au-delà de ça, de la comédienne, puisque voilà, c'est une icône. Toutes les comédiennes sont différentes, évidemment, et c'est intéressant de voir un peu justement comment tout cela a évolué, comment on est comédienne aujourd'hui, aussi par rapport à l'exemple de Romy, mais voilà, c'est une image. Donc je suis ravi évidemment que Marion Allais et Lucie Debay soient là juste après ce film. Alors voilà, pour lancer un peu les choses, on a vu, et vous l'avez vu, Alain Cavalier, donc quand Romy arrive en France, qu'elle fait l'un de ses premiers films en français. Cavalier a ces mots, il est encore tout jeune, voilà, il dit, en gros, je paraphrase, je pensais voir arriver une pièce montée, et puis j'ai découvert une formidable actrice. C'est en substance ce qu'il dit. Et pourtant, je vais poser la première question à Marion, qui donc a écrit une thèse et qui est devenue un livre en anglais sur Romy, sur toute son histoire. Et pourtant, alors qu'elle commence avec Cavalier, donc là on est au début des années 60, ce qui pouvait être le début d'une carrière dans le cinéma d'auteur, justement pour rompre avec Sissi, en fait ça va prendre beaucoup de temps, ça ne va pas venir avant de longues années. Oui, non, c'est exact. D'abord, merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci, Eric. Donc, Romy n'a jamais été associée au cinéma d'auteur tel qu'on l'entend aujourd'hui, encore moins à la nouvelle vague, qu'elle soit française ou allemande d'ailleurs. Et d'ailleurs, même si j'apprécie beaucoup Alain Cavalier, quel mépris pour les Sissi dans sa bouche, alors qu'elle est déjà une si grande actrice dans les Sissi, et encore même avant. Donc il y a un problème en fait simplement de compréhension de ce qu'étaient les Sissi à l'époque et peut-être encore aujourd'hui, mais bon bref. Donc c'est vrai qu'elle Romy a tenté de trouver une place quand elle est arrivée en France, et ça a parfois vraiment tatillonné. Donc c'est intéressant le film d'Alain Cavalier parce que Le combat dans l'île est un film qui a des tonalités nouvelle vague dans les lieux de tournage, dans les acteurs qui y sont associés, la supervision de Louis Malle, qui est un grand auteur de la nouvelle vague. Un propos politique aussi. Ah oui, le propos politique, bien entendu, la façon dont elle est mise en scène, dont elle est photographiée, dont elle est costumée. Néanmoins, on ne peut jamais dire que Romy pourra être totalement associée à la nouvelle vague. Elle a évolué autour de la nouvelle vague. Il y a quelques films qui ont des tonalités nouvelle vague. L'amour à la mer de Guy Gilles aussi, qui est un film qu'on a complètement oublié et qui ne sort plus jamais, dont sa scène a été coupée au montage d'ailleurs. Mais aussi La voleuse de Jean Chapeau, où elle retrouve pour la première fois Michel Piccoli, avec qui elle tournera de nombreuses fois. Mais de là à associer Romy à la nouvelle vague, c'est quelque chose de compliqué, et donc ça prendra en effet beaucoup plus de temps. Je dirais qu'elle est beaucoup plus associée aux années, à la décennie 1970, qui est de l'ordre plus du cinéma populaire, et en l'occurrence le drame pour Romy. Alors justement, donc effectivement, en France, en tout cas, bon, on l'a vu, c'est quand même évidemment avec La piscine qu'enfin on va prendre conscience, les grands réalisateurs vont prendre conscience de son talent. Et je voulais demander à Lucie, là on voit quand même cette période qui s'est écoulée. Romy attendait, enfin elle faisait des films, hein, on l'a vu, il y a quand même pas mal de films, mais on ne peut pas dire que c'était des grands succès. Puis bon, certains films ne sont jamais sortis, n'ont pas été terminés, comme le film de Clouzot. Mais est-ce que, là j'ai envie que vous en profitiez pour planter un peu votre parcours à vous. Est-ce qu'on peut faire carrière finalement en essayant quand même de construire sa propre filmographie, ses choix, de ne pas sans cesse dépendre du désir de l'autre, parce que c'est ce que souvent les comédiennes disent, ou les comédiens disent, enfin peut-être encore plus les comédiennes, je ne sais pas, on dépend du désir de l'autre. Est-ce qu'on peut quand même faire son métier, enfin vous en êtes la preuve, mais je veux dire, expliquez-le, sans voilà, tout le temps être dépendante de cela?
Bah oui, parce que aussi de dire que Romy Schneider a eu des, enfin bon, après tous les parcours, d'acteurs, enfin voilà, ça fait forcément des vagues et voilà. Et donc ça a été compliqué, mais en même temps, elle a quand même énormément. Enfin, c'est quoi en fait de réussir, et c'est quoi avoir une carrière qui vraiment, parce qu'évidemment, il y a plein de films qui sont très peu vus et qui sont incroyables et voilà. Mais après, est-ce qu'on peut choisir c'est sûr que c'est un métier très bizarre, oui, on dépend. Je peux le dire aussi, on dépend du désir des réalisateurs. Mais après, c'est important aussi de faire des choix. Moi, je sais que je fais beaucoup de choix. Après, moi, j'ai commencé par faire beaucoup de théâtre. Et j'ai fait beaucoup de théâtre très contemporain où je participais en fait à l'écriture. Donc je devais aussi amener de la matière et c'était des créations avec des groupes d'acteurs et voilà. Et, et j'ai continué, quand j'ai commencé à faire du cinéma, j'ai aussi fait des choix. Et en fait, moi, j'ai fait essentiellement des films qui n'ont pas été... ça n'a jamais été des films mainstream qui ont été énormément vus, mais c'est des gens aussi... Enfin, il y a des gens avec qui j'ai des fidélités. Et je crois que pour moi, c'est assez important en fait, de retrouver des réalisateurs ou des metteurs en scène dans le travail parce qu'on développe quelque chose et oui, de participer à un vocabulaire, à un cinéma, une manière de faire et tout ça. Et qu'est-ce que je voulais... Oui. Mais cela dit, bon, là vous revenez de Cannes, il y a quand même 2 films dans lesquels vous étiez, donc là pour le coup, enfin, il y a des choses qui, mais là, qui se passent. Bizarrement, oui et non, mais en fait, effectivement, et puis je vois le fait d'avoir fait une école ici, donc j'ai fait l'INSAS, et je grandis avec une génération, et je vois petit à petit des gens autour de moi qui petit à petit font des courts-métrages, et puis passent au long. Après, c'est extrêmement dur, et quand on sort de l'INSAS ou de l'IAD en tant que réalisateur, en fait, il y en a très peu qui qui font un premier long métrage et puis un deuxième. Voilà. Mais donc là, effectivement, cette année, donc j'avais 2 films à Cannes, plus mon meilleur ami avec qui je travaille depuis 10 ans avait aussi son film à Cannes. Donc j'étais pas dans son dernier film, mais c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis très longtemps. J'ai commencé à faire du théâtre avec lui et puis des films. Et d'ailleurs, le dernier film, et lui, il a aussi une méthode un peu particulière, c'est qu'il mélange la réalité et la fiction. Et donc, le film que j'ai fait avec lui, ça s'appelle Lucie perd son cheval. Et en fait, je joue, moi, je suis Lucie, je suis actrice et je suis dans ma famille. Donc, il y a réellement ma mère, ma fille et ma grand-mère. Et à un moment donné, je pars travailler, puis d'un coup, on me voit en armure sur un cheval. Et donc, ça joue sur le fait que je suis actrice et que je suis propulsée dans des mondes. Et ça, c'était possible de faire ce film parce qu'on se connaît depuis longtemps. Donc, c'était possible qu'ils viennent dans ma famille et qu'on fasse ça ensemble et qu'on écrive ensemble. Parce que c'est un film où on tourne la journée et le soir, on regarde les rushs ensemble et on décide de ce qui va se faire le lendemain. Mais donc, effectivement, à Cannes, il y avait son film à lui, et il y avait aussi le film de Anne Siro et Raphaël Balboni, avec qui j'avais fait leur précédent film, qu'ils ont pu faire grâce à la subvention de production légère, donc avec très peu d'argent, parce qu'ils ont aussi une méthode particulière. Et donc, j'ai participé à ce projet-là, et parce qu'il a eu beaucoup de succès, ils ont pu financer normalement le deuxième, et celui-là a été pris à Cannes, et donc j'étais aussi dans celui-là. Mais donc c'est aussi des gens que j'accompagne. Oui, voilà, tisser des liens qui vont permettre... Voilà. Parce qu'après, c'est aussi très bizarre, parce que sinon... moi, je me rends compte que j'ai eu très peu de casting. Je veux dire, j'ai passé énormément de casting, mais j'en ai eu très peu. Et la plupart, c'était mes pires expériences. Mais vraiment, et les plus belles expériences que j'ai eues, c'est des gens qui sont venus me chercher et avec qui j'ai eu des une affinités réelle... électives, oui, sélectives et électives. Mais alors justement,
voilà, on parle de ces carrières, voilà, qui là se déroulent un peu en marge du star system, même si voilà, vous revenez de Cannes. Mais même Marion, on en parlait avant la rencontre ici. C'est vrai que quand on revoit, si on regarde la filmographie complète de Romy, en fait, il y a beaucoup de films aussi qui n'étaient pas de grands films. Il y a des films qui sont totalement tombés dans l'oubli. Donc, elle est restée une icône, mais finalement, il y a pas, enfin, je veux dire, la proportion entre sa filmographie et les films marquants n'est pas si importante. Non, c'est... Oui, c'est oui, ça. Oui, par rapport à quoi, oui. quoi Il y a beaucoup de films qui sont tombés dans l'oubli déjà. Écoutez, pour avoir fait toute sa filmographie en long, en large, plusieurs fois, maintes fois, pause, arrêt, recommencer, c'est vrai que fondamentalement, si vous faites toute la filmographie de Romy, il y en a en effet pas énormément qui sortent du lot. Déjà, elle est décédée jeune. Bon, ça fait pas une... ça reste une immense carrière parce qu'elle a commencé après, c'est très quoi tôt. Jeune aussi pour une actrice parce que moi, je trouve que c'est très jeune. Oui, c'est 43 ans. Hyper jeune. Hyper jeune. Vu hyper jeune. Enfin, les rôles pour les femmes à partir de 40 ans, il y en a de moins en moins. Ah oui, donc c'est ça mais... qui est génial. Moi, je me dis toujours, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire. Et c'est justement un truc que j'ai beaucoup dit à mes amis, à ma famille. Quand je vois l'icône Romy aujourd'hui, ce qu'elle représente, et quand on voit fondamentalement sa filmographie, ce qu'il en est ressorti, je me dis, vu les films, les rôles parfois médiocres, les rôles parfois secondaires, les rôles considérablement tragiques, vraiment très difficiles aussi, où elle n'est pas forcément mise en valeur dans la deuxième partie des années 70 jusqu'à son décès. Je me dis, si aujourd'hui elle était là, quelle carrière elle aurait pu faire, à quel firmament on l'aurait hissée en fait. Parce que quand on voit qu'il y a beaucoup plus... Il y en a, c'est toujours pas la panacée, je suis d'accord, mais qu'il y a beaucoup plus de choix, et c'est récent, de choix, de diversité, de possibilités. Je me dis, et quand on a retiré ça de ce qu'elle a pu faire, je me dis, waouh, si elle était vivante aujourd'hui, ce que ça aurait pu être en fait. Donc c'est ça qui est génial, c'est voir ce que les publics ont pu retirer, et que c'est ça qui est génial, c'est que tous les fans, les différents publics dans différents contextes, allemand, français, espagnol, portugais. J'ai rencontré plein de gens. Le public japonais est vraiment très intéressant aussi à ce niveau-là. Le public chinois qui a récemment découvert Romy. Les Hongrois qui n'ont pas découvert Sissi au même moment à cause du mur. Je me dis, ils y trouvent chaque fois quelque chose. Il y a chaque fois quelque chose à trouver que les gens aiment en fait, peu importe les années, peu importe le contexte, et c'est ça qui est génial dans le principe d'être une star ou simplement même un performeur, un acteur sur écran, c'est qu'il y a quelque chose de magique qui se passe en fait, et c'est pour ça qu'on aime le cinéma fondamentalement aussi. Lucie, je ne sais pas si vous voulez réagir. Sinon, ce qui fait peut-être que Romy aussi a tant marqué, on a tous des exemples peut-être personnels à sa mort notamment, combien sa mort a bouleversé les gens, c'est qu'elle était parvenue, et surtout effectivement dans les années 70 avec les films de Sauté et d'autres, à être non seulement une star et une actrice, mais une femme certes un peu entre guillemets bourgeoise. Enfin, c'était pas Annie Girardot, justement, pour prendre un exemple, mais néanmoins, une femme qui parlait aux femmes. Beaucoup de femmes se sont reconnues. Elle a tenu des rôles qui voilà, parlaient de la vie, de la vie des femmes. Enfin, il y avait autre chose que l'actrice. Il y avait ça, non Lucie, je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de films de Romy. Je pense justement à L'importance d'aimer, où elle est juste incroyable. Il y a cette scène où... il y a un tournage où elle doit, je sais plus, c'est quoi, c'est un tournage de film porno, c'est ça, où elle doit Softcore. Et il y a un photographe qui est là, qui la prend en photo pendant qu'elle joue une scène pas possible à jouer. Je crois qu'il est en sang. Elle doit coucher avec lui alors qu'il est en train de mourir, ou je sais plus. Et à un moment donné, elle se retourne, elle dit, mais vous savez, arrêtez, je suis une actrice, je sais faire des choses bien. Et en fait, effectivement, là, on a vraiment l'impression que c'est Romy qui parle, et elle a dû traverser
des périodes comme ça dans sa vie où elle avait l'impression de faire des choses qui lui correspondaient pas. Et c'est vrai que ça peut être très violent en fait quand on est acteur de jouer des rôles parce qu'on est filmé et qu'après il y a des traces et quand on se sent pas au bon endroit, ça peut être violent en fait. Voilà. Et du coup de jouer ça, oui, c'est criant de vérité. Et puis mais après dans le documentaire, on voit aussi que en fait elle avait aussi une histoire d'amour avec cet acteur et pareil cette scène où elle oui. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose quand on voit ce film, mais aussi d'autres. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a parlé, c'est qu'il y avait une espèce aux femmes et au public, c'est qu'il y avait une sincérité quand même qui passait. Il y a un moment, est-ce que vous avez le sentiment, Marion, qu'elle a malgré tout mélangé, le terme n'est pas beau, mais enfin vie privée et vie publique, ses rôles et vie privée qui avaient, on dit, Costa Gavras le dit, elle avait besoin de toute façon d'une relation forte avec soit un comédien, soit un metteur en scène. Et de ce fait, est-ce qu'il n'y a pas plus qui passait en fait que le simple rôle? Ça, je pense qu'on ne le saura jamais. C'est ce qui fait la fascination pour la chose. Mais je pense que chaque comédien, comédienne apporte forcément sa propre signature à n'importe quel rôle qu'il endosse. Romy, dans sa façon de jouer, dans son approche du jeu, c'était sa façon de faire, c'était quelque chose de très intense, d'identification totale au personnage. Maintenant, elle cherchait des rôles qui ne lui ressemblaient pas forcément. Donc voilà, ça c'est quelque chose que l'on sait. Donc à la base, elle ne se cherchait pas elle-même dans le scénario qu'elle lisait. Il y avait des choses qu'elle avait très envie de faire. Elle avait très envie de jouer Lily, par exemple, la prostituée de Max et les Ferrailleurs, parce que ça ne lui ressemblait pas du tout. Elle savait qu'elle dégageait une certaine image de bourgeoise, sophistiquée, élégante à la française. Ça lui plaisait de briser ce type de choses, voilà, de temps à autre. Elle a eu envie à un moment de se retrouver dans des rôles qui parlaient de l'occupation allemande et de l'Holocauste. La Passion du Sans Souci notamment. Notamment La Passion du Sans Souci. D'abord Le Train en 73. Oui, je crois 73. Et puis, voilà, donc ça c'était, elle en a fait 5. À ma connaissance, à la fois en France et à la fois en Allemagne. C'est pas tout à fait la même chose, c'est ça qui est intéressant. Donc ça, c'était important pour elle. Ça a fait appel à son histoire personnelle. Tout ça, on peut développer outre mesure, mais c'est des choses c'est important pour elle. Maintenant, il y a tu le dis bien dans le documentaire, le terme passion. Romy était quelqu'un de particulièrement passionné. Et c'est la dichotomie, pour moi, avec les rôles tragiques qu'elle incarne qui font la fascination des publics pour Romy Schneider, en fait. C'est-à-dire qu'elle est d'une telle intensité, d'une telle... Il n'y a pas de retour en arrière quand elle joue. C'est très, très intense. Et c'est au service de chaque fois des rôles dramatiques, voire même tragiques. Elle incarne pratiquement systématiquement des victimes du système, de l'histoire, à la main des nazis ou autres, ou alors de ses propres passions à elle, en fait, du personnage, je veux dire. C'est-à-dire qu'elle est la belle victime telle qu'on aime bien la voir. Elle ne perd jamais sa beauté. C'est bizarre qu'on parle seulement de la beauté de Romy maintenant, mais c'est une femme particulièrement belle, particulièrement photogénique, et ces choses se croisent pour créer une image d'une femme qui traverse les époques, qui transcende certains films, pour nous parler encore jusqu'à aujourd'hui. Ça qui est intéressant pour moi, je trouve, d'un point de vue socioculturel, parce qu'elle veut dire quelque chose de la société française de l'époque, allemande à une autre époque, Autriche à une autre époque, etc. etc. Nous, on est plus là sur la période française. Mais à côté de ça, on ne peut pas négliger que c'est un certain type de cinéma, dans un certain type de société qui est particulièrement misogyne. Ce n'est pas anodin que la figure de Romy soit celle qui reste encore aujourd'hui comme type d'incarnation de la femme française, qui est en plus une femme d'origine austro-allemande. Il
il y a quelque chose de particulièrement vicieux qui peut se jouer, qui s'est joué dans le chef du public français à ce moment-là, auquel elle a participé même parfaitement inconsciemment. Et moi, c'est ça que j'aime bien analyser. Maintenant, je sais bien que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais je tiens à dire que si je commence par regarder Romy, j'ai grandi avec Romy, ma sœur est dans la salle, on a commencé à regarder Romy avant de savoir marcher. C'est d'abord parce qu'on l'aime en fait. Donc c'est ça, ces paradoxes qui nous parlent particulièrement dans la figure de Romy Schneider, c'est comment est-ce qu'on peut être aussi complexe. Et je pense que c'est là-dedans qu'elle représente la maximum de femmes en fait. C'est-à-dire que c'est pas, c'est extrêmement, oui, c'est une image complexe, paradoxale, et c'est ça qui nous parle principalement parce que c'est pas hyper simple en fait. Et donc c'est, je trouve, très proche de tous les comportements qu'on puisse avoir en tant qu'être humain. Alors Lucie Debay, bon, là vous évoquiez notamment ce film L'importance c'est d'aimer, bon, qui était un tournage particulier aussi. Est-ce que, et puis voilà, on sait ce qu'a vécu Romy. Est-ce que le plateau de cinéma est aussi un terrain de jeu dangereux? Et est-ce que, enfin bon, on a entendu beaucoup avec MeToo, etc., les agressions, la parole se libère, j'enfonce un porche ouvert, mais enfin on en parle de plus en plus encore ces dernières semaines. Est-ce que c'est un terrain de jeu dangereux, jeu dans les deux sens du terme, dont il faut se méfier, ou est-ce qu'on n'en est plus là maintenant, justement, que MeToo est arrivé, la comédienne peut reprendre le pouvoir par rapport au réalisateur ou à la réalisatrice, ou est-ce que on joue avec ça en fait? Non, moi, c'est clair que quand j'ai commencé, donc il n'y a pas encore eu le mouvement MeToo, et c'est sûr que je vois les choses bouger, et notamment là, sur le projet sur lequel je suis, il y a eu des petites choses, et en fait, qui seraient pas très graves, mais c'est des attitudes et des comportements. En fait, maintenant, sur chaque plateau, il y a un référent. Et donc là, tout de suite, la personne a pu en parler, et du coup, le problème a été géré très rapidement, alors qu'avant, on fermait juste sa gueule, et puis voilà. Et c'est vrai que je me dis, c'est assez génial en fait pour toutes ces nouvelles générations en fait de se dire, non, en fait, il y a des choses qui sont pas acceptables, alors qu'avant, peut-être, on se disait oui. On se mettait à des endroits. Voilà, moi, j'ai jamais rien vécu de grave, mais quand même. Oui, rentrer dans des codes, pour naviguer dans ce métier. Donc, je trouve ça assez super que les choses bougent. Voilà. Mais après, un terrain dangereux, parce qu'il y a beaucoup de passion et qu'on traite de sujets. Après, c'est sûr, c'est ce que Zagar dit aussi. On dit des choses aux gens qu'on ne dirait pas dans la vie, en dehors du rôle. C'est un huis clos, quoi. Oui. Et c'est vrai que... là, je pense par exemple au projet de Anne Siro et Raphaël Balboni. Donc ça parle d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants, et il y a un chercheur danois qui leur dit en fait c'est simple, vous devez juste recoucher avec tous vos ex et vous allez pouvoir avoir un enfant. Et le postulat de base est complètement débile, mais en fait il traite de sujets. Ça permet de traiter des choses hyper intéressantes sur le couple. L'hétéronormalité et tous les... Et c'est sûr que du coup, comme en plus on était en impro et qu'en amont on a beaucoup improvisé, ils nous ont filmé, ils ont écrit le film avec nous en nous filmant et tout ça, ça fait réfléchir à des sujets. Et oui, ça m'a fait bouger dans ma vie parce que c'est intense donc c'est vrai que c'est un métier où des fois on est vraiment pris, ou même l'autre film que j'ai présenté à Cannes, Augure de Balogi, j'ai vécu 6 semaines à Kinshasa. Oui, ça m'a j'ai vécu un truc fou, et voilà. Mais moi, c'est pour ça aussi que j'aime faire ce métier. Et d'ailleurs, je me disais là-bas, parce qu'il y avait souvent plein d'imprévus et tout ça, et moi je me rends compte que plus il y a des imprévus sur un plateau, plus j'aime ça en fait, quand je sais pas exactement où je vais en fait, où je suis. Mais bon, après c'est une question de caractère. Alors je précise que d'ici quelques instants, on va vous donner la parole. Donc il y a un micro. Éric Français, donc le directeur du théâtre du Palace, est là et vous donnera la parole si vous voulez poser des questions sur Romy ou sur le métier de comédienne. Mais
je voulais encore aborder un point ou deux. Romy, à un moment, effectivement, bon là, c'est le pire qui pouvait arriver, la mort de son fils. Et puis après, la publication par, en tout cas, un magazine espagnol de photos qui avaient été prises sur son lit de mort. Mais avant cela, elle avait été traquée par les paparazzi. En Allemagne, on l'a dit, bon, les Allemands, à un moment, enfin, la presse allemande, donc une certaine presse allemande, bien sûr, a eu voilà, des comportements qui un peu particuliers. Ils allaient, bon, je ne l'ai pas mis dans le film, mais qu'ils allaient fouiller dans les poubelles de Romy pour voir le nombre de bouteilles d'alcool ils allaient trouver. Enfin, il y avait des choses quand même assez horribles. Alors, on a l'impression que les paparazzi, depuis qu'Instagram et que les téléphones portables sont là, n'ont plus le même pouvoir. Mais et on va y venir d'ailleurs aux réseaux sociaux, l'arme à double tranchant. Mais c'est vrai que les paparazzi à l'époque, et pour Romy comme pour d'autres, mais enfin pour elle, on a l'impression qu'elle était une proie quand même, peut-être pour déjà des questions que vous avez abordées, la binationalité, enfin cette ambiguïté. C'était quand même, Marion, une proie un peu facile, et en tout cas une proie tout court. Oui. Donc c'est sûr que c'était définitivement une autre époque à ce niveau-là. Maintenant, c'est un système qui s'auto-alimente. Donc c'est évident qu'à certains niveaux de notoriété, il y a des choses qui sont nourries envers la presse en même temps publiant à la une. Voilà, il y a à chaque fois des choses, c'est un milieu complexe, nuancé, mais c'est évident que ça atteint des extrêmes que personne n'aurait jamais souhaité pour même son pire ennemi. Donc ça, c'est sûr qu'elle le vivait très mal. Elle l'a vécu très mal assez tôt, en fait, parce que voilà, il y a des choses qui ont été écrites. Enfin, moi, j'ai épluché la presse lors de sa rupture avec Delon. C'était, mais... Ah oui, affolant. Et tu mets très bien dans le documentaire, c'est d'une violence, mais vraiment d'un sexisme comme on ne l'imagine pas, hein, franchement, qu'il l'a quittée parce qu'elle n'était pas capable de lui donner ce qu'il voulait, à savoir un enfant, que finalement Nathalie Delon lui donnait ce qu'il désirait, à savoir un enfant. Enfin, j'étais là. Enfin, il faut toujours évidemment se rendre compte qu'on parle avec les lunettes d'aujourd'hui et qu'évidemment l'époque d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, mais bon, quand même. Voilà. C'était difficile à envisager. Enfin, donc c'est vrai qu'ils se sont déchaînés. Il y avait beaucoup le lien avec Judy Garland aussi à l'époque, parce que c'était l'époque où elle est décédée. Et donc c'était vraiment intéressant de voir qu'il y avait un lien avec une certaine névrose, une certaine hystérie collective des femmes à l'époque. Et on y ajoute là-dessus le cliché allemand de la mélancolie, soi-disant découvert par Visconti à l'époque. Enfin bon, bref, oui. Donc c'était particulièrement difficile pour elle, en effet. Et puis, ça ne fait, je pense, qu'empirer, notamment avec ce qui est arrivé avec son fils. Ça fait beaucoup vivre la presse. J'avais relevé pour justement le besoin d'aujourd'hui le nombre de fois où elle a fait la couverture de Paris Match. En 72, 76, 78, 79, 2 fois en 81, et autant de fois l'année de sa mort et après sa mort. Donc elle est aussi vendable dans la mort que dans le vivant. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir que dans tous les cas, la presse s'y retrouve. Et je salue le travail de la presse, outre mesure, hein, c'est pas ça. mais une certaine presse, en tout cas, c'est intéressant de voir que, en effet, c'est un système qui s'auto-alimente parce qu'on le sait, une star est une commodité, comme on en a encore parlé tout à l'heure. C'est quelque chose qui permet de vendre. L'industrie du cinéma, même si on peut dire que c'est une industrie éminemment artistique, c'est évident, ça reste aussi une industrie commerciale dont l'enjeu, tel qu'il a été conçu par Hollywood, est aussi de faire de l'argent. Donc voilà, c'est sûr qu'on n'est plus à l'époque de Romy dans l'idée de on crée des stars de toutes pièces en leur inventant un nouveau nom, en leur faisant un lifting complet, comme on a pu le voir, etc., de faire des trucs extrêmement violents, ou en pensant carrément, en inventant une backstory, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas, parce qu'il y a Internet, et donc on peut tout aller vérifier. Mais c'est évident qu'il y a des restes de ce fameux star system. C'est un star system, donc tel qu'on l'a, on créait de toutes pièces des histoires pour les nouveaux Olympiens, tels que
Edgar Morin les a appelés, qui sont les stars aujourd'hui. Et c'est clair qu'il y a un shift par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais oui, ça a été très difficile pour Romy. Alors, Lucie Debay, vous l'avez dit, vous avez des films qui ne sont pas mainstream, donc qui peut-être n'attirent pas les paparazzis. Mais justement, est-ce que finalement, tout ça n'est pas dépassé justement par Instagram, par les réseaux sociaux et au fond, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que pour la comédienne, maintenant, c'est une façon de se réapproprier ? On voit maintenant, je mets un petit peu de vie privée, comme ça je coupe l'air sous le pied aux photographes. D'autres ne le font pas du tout. On peut éventuellement, je ne sais pas, être poussé par les distributeurs ou les producteurs, mais mettre des photos, montre-toi. En fait. Est-ce que c'est une arme à double tranchant ? Est-ce que c'est plus en faveur du comédien ou c'est plus en faveur du public qui maintenant, chacun est paparazzi sur la croisette avec son téléphone ou dans un restaurant, vous filmant dans des situations... Non, c'est compliqué. Et chacun, tous les acteurs gèrent ça différemment. Il y en a qui décident du coup de pas du tout en avoir, et d'autres gèrent ça de manière très professionnelle et ne montrent rien. Et puis, il y a des gens, c'est l'inverse. Moi, je sais pas, j'y suis un peu. De temps en temps, ça me fait rire de le faire. Et puis, des fois, je pose des trucs et je me sens mal à l'aise. Mais comme la plupart, voilà, on a tous un rapport un peu bizarre avec ces réseaux. Mais après, c'est vrai qu'il y a assez de la visibilité. Et oui, on me contacte aussi régulièrement par Instagram. Donc, arrêter, je me dis, c'est peut-être que je vais perdre. Voilà. Oui, les autres le font. Donc c'est compliqué. Après, effectivement, pour l'instant, j'ai pas énormément de followers, mais du coup, justement, une fois, on n'était plus que 2 pour un casting pour une grosse série sur Netflix, Lupin, en fait, je peux le dire. Et en fait, mon agent m'a dit, mais en fait, ils ont pris l'autre fille parce qu'elle a plus de followers que toi. Donc, oui, c'est dramatique. Oui. Ouais, donc, voilà. Donc je me suis dit, mais merde, peut-être qu'il faudrait mieux que je le sois pas du tout. Mais en même temps, et en même temps, voilà, les plateformes prennent de plus en plus, pas des comédiens, mais en fait des influenceurs, parce que ça leur ramène, ça leur apporte une énorme pub sans rien faire. Compliqué, ouais. Voilà. Marion, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, ou Lucie, sur Romy, ou sur le rôle de la comédienne, ou alors sinon, Lucie aurait été parfaite dans Lupin. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, je sais pas si... peut-être que tant mieux, j'en sais rien. Oui. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Félicitations pour ce beau documentaire. Merci. Une petite remarque de pinailleur, mais Paris Match, en fait, a fait sa première couverture en 61, Delon et Romy. Je suis étonné qu'on n'ait pas vu d'ailleurs, puisqu'il y a les autres. Et c'était pour la pièce de John Ford, donc voilà. Ça coûte, toutes les archives coûtent très très cher. Donc c'est un moment. Vous n'avez pas pu. On peut pas tout prendre, quoi. Mais non, mais c'est un magnifique travail, et vraiment. Un détail pratique. Enfin, c'est pas un détail, c'est important. Il sera diffusé sur Arte. En fait, il a été diffusé donc sur Arte l'été dernier Oui. et sur la RTBF aussi, mais il va être rediffusé tous les films. Il a été diffusé dans le cadre du Summer Off, chaque été. Oh, Arte oui. a un thème sur la passion, donc en août, début août. 2022 donc. 2022, voilà, c'est ça. Mais il sera plus que propre. Attendez, alors si je peux vous dire qu'effectivement, la RTBF, qui est coproductrice, va le rediffuser. Je pense que c'est la semaine prochaine. Soyez attentifs. Je pense que c'est le 6 ou 7 juin. Il faut regarder les programmes télé. Je n'ai pas en tête la date. Très bien. Mais voilà, je l'ai appris il y a 2-3 jours. Donc heureusement, Eric, que cette projection a lieu avant. Mais j'ai appris il y a 2-3 jours que la RTBF va le rediffuser. Et puis Arte le fera aussi dans les prochains mois. Je me permets de faire remarquer que ce grand écran, c'est encore beaucoup plus de gueule que sur un écran de télévision. Oui, ça me faisait plaisir c'est l'idéal. Mais simplement, Madame Allais, bravo pour votre passion pour le cinéma et pour Romy. Il y a une petite théorie où j'ai pas très bien compris ce que vous disiez. Vous disiez que pour les années 70, entre parenthèses, un film magique avec Romy que j'ai vu à l'époque, c'est pas loin d'ici d'ailleurs, c'était Le Vieux Fusil. La tragédie ultime. Robert Enrico, oui. Robert Enrico, extraordinaire. Musique de François de Roubaix. Bon, mais vous dites, c'était quand même, comment dire, cela correspondait à une société plus misogyne à l'époque,
Mais pourtant, Romy avait quand même des rôles très importants, elle était fort mise en valeur. Alors, si vous voyez une misogynie dans la... Je parle des grands films, hein, de ceux dont on se souvient. Vous pourriez donner un exemple ou quoi? Parce que moi, quand j'ai vu des films de Romy des années 70, je ne vois pas en quoi vraiment son personnage est traité avec une certaine misogynie, ou alors je n'ai pas vu ce que vous avez perçu, et c'est pour ça que ce serait intéressant que vous puissiez nous le dire. Ben voilà, Marion, Oui. Marion, allez. Mais merci beaucoup pour votre question. Moi, mon analyse de Romy Schneider, donc j'analyse son image de star, c'est une construction médiatique polysémique qui donc est recoupée sur toute sa vie, qui traverse 3 décennies de cinéma européen. Pour moi, la décennie des années 60 en France, plus largement en Europe, je veux dire, c'est pas un scoop, c'était, on vit dans une société patriarcale misogyne, encore un peu aujourd'hui, hein. Oui, mais dans les films, et donc tout ça pour dire que, je veux dire, un film est en général le produit de la société qu'il a créé, parce que les auteurs, un film est en général le produit d'une grande équipe aussi. Voilà, vous signifiez François de Roubaix. Je ne pense pas que François de Roubaix soit particulièrement misogyne, hein, c'est pas ça que j'avance du tout. Mais donc moi, j'ai fait toute l'analyse, et donc c'est la répétition en fait de l'analyse filmique de tous ces rôles qui moi me pousse à avancer ce que je dis par rapport au fait que, en effet, pour moi, Romy, que j'aime particulièrement. D'ailleurs, je rappelle que j'interviens d'abord en tant que fan de Romy. C'est pour ça que je lui ai consacré ma thèse. J'ai 5 ans, quand même, 4 ans. Et c'était... donc, c'est à la fois, elle est sublime. Enfin, je trouve que vraiment, vous choisissez un très bon exemple. Le Vieux Fusil, c'est un très bon exemple. Elle est... la victime ultime pour moi dans Le Vieux Fusil, elle est magnifique. C'est une très belle victime dans Le Vieux Fusil. Donc elle est à la fois, elle est magnifique, magnifiquement illuminée, magnifiquement maquillée, costumée. Elle est aussi un fantasme. Vous vous souvenez que le film est raconté à rebours. Donc on sait aussi, en flashback, donc on sait qu'elle est déjà morte en fait. Une mort horrible, hein, on le sait. Hein. Elle est désolée, spoiler alerte, elle est immolée par le feu par une bande de nazis. C'est super trash. Hein. C'était un moment difficile d'ailleurs. On a montré, il y avait des rumeurs qui couraient comme quoi les comédiens étaient particulièrement touchés par sa performance parce qu'elle est allée très très loin dans le jeu et qu'elle a mis tout le monde très mal à l'aise. Voilà. La scène que j'appelle de la voilette avec le champagne où elle séduit Noiret, merci beaucoup, ça ne me prenait plus, arrive à toute fin du film. Donc on voit, elle habite notre pensée en tant que spectateur, en tant que victime pendant tout le film, et à la fin, elle transcende le film de par sa beauté. Je trouve que, outre le fait que c'est un très très beau film, qu'elle est magnifique, ça reste pour moi la répétition de tels rôles, qu'ils soient principaux, qu'ils soient secondaires, ils sont invariablement tragiques, singulièrement dans les films d'occupation, les films de guerre, donc d'occupation allemande en France. Elle, systématiquement, ce sont des rôles tragiques. Elle meurt, elle est malmenée, elle est violentée, elle est... ce sont des rôles où elle est... minimisée, et ce sont des rôles que j'adore aussi, donc c'est ça qui est complexe en tant que féministe aussi d'approcher. Et qu'elle a choisi. Et qu'elle a choisi aussi. En même temps, bon, on va pas, voilà, la décennie étant ce qu'elle était, on sait qu'il n'y avait pas, je dis, quelle autre proposition. Et elle-même Girardot, ne s'en rendait certainement pas compte parce que absolument. Voilà, Girardot était au pinacle de la célébrité à l'époque. Elle était beaucoup dans la comédie. Qu'est-ce qu'on lui en a voulu d'avoir choisi la comédie? En général, elle a été dans les comédies. Parce qu'elle avait commencé avec... on l'avait beaucoup aimée dans le Visconti, Rocco et ses frères. Et en même temps, elle était très en phase là, avec son époque. Un cinéma naturaliste, politisé, voire même politique. Romy est un peu au-dessus de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'elle est toujours aussi
présente pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a réussi à... donc je comprends que c'est complexe. Hein. J'ai moi-même une relation complexe avec ça. C'est-à-dire que c'est éminemment paradoxal et je crois que c'est justement ça qui fait l'apanage des plus grandes stars. C'est qu'ils arrivent à réconcilier les plus grands paradoxes. Bonsoir, je m'appelle Anita. J'ai eu de la chance de voir les affiches pour venir voir Romy. Donc, depuis avril, je suis ici tout le temps, n'est-ce pas, Eric? Et quand il y a eu Monsieur Dardenne ici, on ne savait pas le nom du papa de Romy. Donc, ma question est, d'où est-ce que ça est venu qu'elle a pris Schneider comme sa maman, comme nom de famille? Oui, Marion? Oui, alors, mais j'avoue que j'ai un petit trou de mémoire là par rapport à ça. Au début, elle était son premier film, Van de Vlijs of de Bloeg, quand les lilas blancs refleuriront, elle est créditée Romy Albach. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, elle prend le patronyme de sa maman. Par continuité avec sa maman, par respect pour sa maman. Elle ne vivait plus du tout avec son papa en fait depuis des années. Elle a une relation cordiale avec son père et qu'elle aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais elle a tourné 8 films avec sa mère. C'est aussi un choix éminemment stratégique et très intelligent, je trouve, de s'associer. Et de la part de sa mère aussi. Et de la part de sa mère aussi. Qui voulait, après la guerre, quand même se remettre en selle, voilà, après une période, voilà, collaborationniste, peut-on dire. Voilà. Une autre question, ou commentaire, ou réaction? Oui. Merci. Peut-être ma question est un peu de cliché. Je voudrais demander à tous les trois quel est votre film préféré de Romy et pourquoi. Marion? C'est vraiment très très dur comme question pour moi. Aux 2 films, si c'est impossible. Parce que j'en ai pour chaque période en fait. Pour moi, je fais vraiment la distinction. Pour moi, c'est Sissi, le 1. parce que je le trouve fantastique, vraiment. Je peux donner cours sur Sissi. C'est pour moi l'un des plus grands films du cinéma allemand. Je pense que beaucoup de personnes et de... Voilà. De langue allemande, genrée, voilà. Peut-être de femmes. Oui, non, mais peu importe. Même, je suis hyper féministe, mais je m'en fous. Moi, j'adore Sissi. Voilà. Sissi, La piscine, pour moi, est excellent. Et je sais qu'Eric n'aimera pas, mais La banquière. Moi, j'aime particulièrement La banquière. Oui, moi, c'est La piscine. Voilà, parce que c'est... voilà, j'étais moins touché par Sissi. Je veux dire, quand je n'ai pas été emmené par ma mère vers Sissi. Mais oui, la piscine, mais aussi par rapport au cadrage, par rapport à la lumière, par rapport à ce jeu. Et puis justement, quand on sait ce qui s'est passé avant, donc peut-être que maintenant, je vois différemment ce film, voilà, depuis que je connais l'histoire, mais qui est ce jeu alors qu'on sait qu'ils ont été, mais qui ne sont plus, etc. Enfin voilà, je trouve qu'à plusieurs égards, c'est un film, et puis au niveau esthétique, et puis voilà, j'aime beaucoup ce film. Oui, Maurice, oui, parce qu'effectivement, si voilà, La voiture de Maurice Renet aussi. On parle toujours de la réunion de Romy et Alain, mais c'est la réunion aussi de Maurice Renet et Alain Delon. Absolument, Plein Soleil. Plein Soleil, mais aussi l'autre là, pas les gladiateurs, les Centurions. Ah oui, ça c'est ma culture cinématographique. Moi, je n'ai pas côté. vu Sissi. Ouais, moi, après, je suis pas hyper calée. Je n'ai pas travaillé, fait des recherches sur. Enfin voilà, j'aime beaucoup Romy Schneider, mais je n'ai pas vu toute sa filmographie. Mais moi, c'est L'importance d'aimer qui m'a vraiment vraiment marqué. Un qui est excellent, c'est Garde à vue. Ah oui. Elle a un tout petit rôle. Elle est excellente, mais en fait, c'est pour le duel Michel Serrault, Lino Ventura. Oui, c'est un film remarquable. Oui, je l'ai pas cité. Ah oui. Je ne l'ai pas cité parce qu'effectivement son rôle n'est pas très grand, mais c'est un film absolument remarquable. Oui, non. Et puis Michel Serrault, bon voilà, ça c'est autre chose.
Merci Ouais. beaucoup pour moi. Ce sera la chose de la vie, mais il y a encore beaucoup de films de voir. Et je suis hongroise, c'est pourquoi pour moi c'était bon d'écouter que le Sissi est tellement important pour les autres gens aussi. Pour nous en Hongrie, Sissi est tellement une figure très importante comme reine de la Hongrie. Mais c'est vrai que Les choses de la vie, très beau film aussi quand même. Alors, une autre question, réflexion, commentaire, oui. Peut-être une remarque Oui, en ah allant oui. là-bas. L'important, c'est d'aimer. Charlotte van der Meers, qui est aussi une actrice, est venue le présenter il y a 15 jours. Et parce que pour elle, c'était aussi le film le plus impressionnant de Romy Schneider. Donc je pense que ça parle aux comédiennes. Attendez, on va vous donner le micro juste dans une seconde. Je pense qu'il y a quelqu'un derrière. Oui. Bonsoir. À tout de suite. Vous avez parlé de la mère de Romy Schneider et je me posais la question, comment est-ce qu'elle a réussi dans une société d'après-guerre en France à faire dépasser le fait que sa mère était une sympathisante nazie. Et est-ce que vous pensez qu'une actrice aujourd'hui arriverait à dépasser une telle histoire? Mais je pense que quand elle est arrivée, en fait, cette histoire n'était pas connue. Enfin, je veux dire, Sissi était voilà, un mythe en soi. Et en plus, quand elle est arrivée, voilà, Romy, c'était Sissi. On n'allait pas au-delà. Parce qu'elle-même n'a pris conscience de toute l'implication et de certains détails de cette histoire que plus tard. Bon, voilà. Enfin, cela dit, ils avaient une maison de campagne quand même en face du Nid-Aigle d'Hitler, hein, il faut le savoir. Donc, effectivement, il y avait comment dire, la nounou. Enfin, il y avait des soirées communes. Enfin, c'était très proche, mais toute la dimension de l'histoire n'a pas été ressentie immédiatement par Romy. Et en tout cas, en France, à ma connaissance, mais Marion a épluché toute la presse. Les archives, en oui, fait. Oui, voilà. Mais on n'en faisait pas grand cas. On n'en faisait pas grand cas c'est à elle l'époque. qui, après, a mis un point d'honneur à choisir certains films en fonction de cette histoire, justement, pour Donc Magda Schneider était en fait très amie avec l'épouse de Martin Bormann, qui était le bras droit d'Hitler. On a donc maintenant eu les confirmations vidéographiques que Magda a rencontré Hitler. J'apprécie quand même la distinction sympathisante, parce que, pardon Olivier, mais c'est pas la même chose d'être collaborateur, parce qu'en fait c'était pour moi, Magda est une opportuniste en fait. Magda n'a pas sciemment collaboré avec le régime nazi. Elle a en fait fait ce qu'énormément d'Allemands en fait ont fait. Elle a juste elle a fermé les yeux, quoi. Elle a fermé les yeux. Elle a continué à vivre sa vie comme si de rien n'était. Elle a fréquenté aussi via. Voilà. Je n'excuse pas du tout. Oui, au moins une fois. C'est ce que je dis, moi. Au moins une fois. Mais j'excuse pas du tout. C'est complètement scandaleux. On est bien d'accord. De là à ce qu'aujourd'hui, on arrive à passer outre, c'est vraiment intéressant parce que moi, je fais le lien avec les Nepo Babies. et le fait que les fils depuis... c'est l'histoire de l'humanité, en fait. Hein. Être fils et fils d'eux, c'est ce qui a fait toute l'histoire de l'humanité depuis le début. Et c'est singulièrement vrai dans l'histoire du cinéma. Pathé, Gaumont, on le sait bien, Schneider, parmi tant d'autres. Il y avait, à l'époque où Schneider a commencé, il y avait dans un magazine allemand, il y avait la première génération d'acteurs et leurs enfants en dessous. Et en général, eux-mêmes jouaient dans les mêmes films. Donc il y a vraiment ce principe de passer le bâton à la génération suivante. Et donc ce qu'on voit maintenant avec les Nepo Babies, les fils et les filles qui n'ont en fait, on leur donne tout, ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche et tout leur est dû, et donc ils n'ont rien à prouver. En fait, on a toujours vécu ça. C'est marrant comme ça revient régulièrement. Pourquoi? J'ai pas encore de réponse avec ça. Les gens sont un peu amers sans doute. Mais je pense que c'est important de se rendre compte de la chose et aussi de juger les personnes individuellement pour ce qu'elles sont en tant que personnes et acteurs, actrices, en talent vraiment séparés de leurs parents, en fait. Parce que Romy et elle est l'incarnation de ce qui s'est beaucoup fait en fait dans cette seconde génération des enfants allemands suite à la guerre. Notamment beaucoup de femmes réalisatrices, actrices
qui ont beaucoup cogité sur la chose et qui ont réalisé des films absolument fantastiques en Allemagne, et Romy l'a fait en France. C'est voilà, on peut parler en long en large de comment est-ce qu'elle récupère la chose et comment est-ce qu'elle est adulée par le public français pour ça aussi. Oui, mais tu confirmes qu'au début, quand elle arrive au début des années 60, la presse en France la presse ne s'en préoccupe pas parce que ce n'est pas la société française n'est pas prête à ce moment-là. On a un autre récit de l'occupation à l'époque. Il a fallu vraiment le temps pour les chercheurs de décortiquer les choses, et c'est que ça émerge après 68 en fait. Et là, Schneider arrive et on est prêt pour un nouveau récit, notamment la résistance, mais également les collaborateurs. Et là, elle intervient avec ses 5 films d'occupation où on a quelque chose de plus nuancé dans ce qu'on raconte dans les films. Mais Romy a été assez tôt mise au courant de ce qui s'était passé par rapport à ses parents, notamment via Otto Preminger et Lily Palmer. Elle a tourné son deuxième film avec Lily Palmer, Feuerwerk, Feu d'artifice. Et elle a continué une amitié avec ces personnes-là. Elle a fait aussi un film génial. Ce film un peu lesbien. Femme en uniforme. Jeune fille en uniforme. Merci, jeune fille en uniforme. D'ailleurs, il faut aller voir la version de 1931 de Léontine Sagan, qui est considérée comme le premier film traitant du lesbianisme. C'est remarquable. C'est un de mes films préférés. Voilà, c'est une autre période. Donc, et donc, elle avait un lien avec Lily Palmer. Elle parlait beaucoup de ça parce que Lily Palmer était engagée dans la résistance à l'époque, et aussi avec Otto Preminger. Et qui a aussi été rejetée pendant tout un temps par le milieu du cinéma. Désolée, je parle trop. Ouais, tout à fait. Je pense que Madame voulait... Attendez, on va vous donner... est quand même maintenu fort grâce à sa fille Sarah Biasini, qui réellement, elle fait tous les plateaux télé, elle défend sa mère, elle fait vivre sa mère, et elle est en manque de sa mère, mais elle la fait vivre partout où elle va. Elle est venue présenter le film César et Rosalie, et elle est aussi sur tous les plateaux. Ah oui. Je pense que ça, Eric pourrait nous en parler. Et donc, c'est magnifique de défendre sa mère à ce point. Et elle joue son rôle aussi pour défendre sa mère. C'est pas, on sent vraiment que c'est pour sa mère, quoi. Bon, évidemment, elle est aussi actrice de théâtre, mais c'est magnifique, je trouve. Tout à fait, Eric. Peut-être quelques mots justement sur l'avenue de... Sarah Biasini, elle a été quand on l'a contactée, elle a été tout de suite... partante. C'est quelqu'un qui est à la fois qui a comme dit Madame, qui défend l'image de sa mère, mais qui est aussi qui a une distance par rapport à ce qu'elle elle la défend pas bec et ongle. Elle veut simplement montrer à quel point sa mère a été une grande actrice, et aussi faire vivre sa mémoire, mais elle a un rapport je dirais, le statut de star de sa mère qui est très... Elle a une bonne distance, en fait. Elle est très chouette, en fait. Elle est très sympa. Voilà. On va devoir arrêter parce qu'il y a une séance qui va suivre. Je voudrais remercier Olivier, Marion et Lucie. Vous remerciez, vous aussi.